On passe à l'application de la méthode de résolution exact branch and bound au problème du sac à dos, le knapsack binaire. Donc nous avons d'un côté la méthode, nous connaissons le problème, mais on ne peut pas passer directement à l'implémentation sur ordinateur. On est obligé d'abord de faire un travail d'adaptation de la méthode, puisque c'est un cadre général. Donc on doit adapter branch and bound au problème du sac à dos. Donc notamment comment calculer la borne inférieure, comment brancher, c'est-à-dire comment diviser le problème et ainsi de suite. Tous ces points-là doivent être détaillés avant de passer à l'implémentation. Donc là, nous avons une petite instance de 4 objets qu'il faudra stocker dans un sac à dos de taille qui a une capacité de 20. Les objets, ils ont des poids respectifs 9, 7, 8, 7 qui sont donc représentés dans cette contrainte. Le knapsack, il est binaire, donc les objets existent en un seul exemplaire. Soit on prend l'objet, soit on ne le prend pas. Et chaque objet, il a un intérêt ou un bénéfice à chaque fois qu'on le prend. Et donc, ils sont représentés de cette manière. Donc, voici notre problème qu'on va supposer difficile. Là, bien sûr, on peut le résoudre rapidement et trouver la solution optimale. Mais imaginons que ce problème-là de taille 4 avec 4 objets, il est difficile. Donc, on va essayer de le brancher, de le diviser en des sous-problèmes simples, plus petits. Et donc, avant de commencer justement le branchement ou la division, on va d'abord se mettre d'accord sur la fonction qui permet de calculer une borne. On ne voudrait pas un algorithme qui nous donne une solution, mais juste une borne. Alors voici donc la technique qu'on va utiliser spécialement pour le problème du sac à dos. Ce qu'on va voir maintenant, on ne peut pas l'appliquer pour un autre problème. Il faudra faire un autre travail d'adaptation. Donc là, on va tout simplement calculer les rendements. Alors, c'est quoi les rendements? Lorsque je vous dis ici, vous avez 4 objets, et quel est l'objet, à votre avis, qui nous intéresse le plus, qu'on va mettre dans le sac? Alors, il y a certains qui vont dire que c'est le coût. Celui qui a le coût le plus grand, c'est celui qui va nous ramener, donc qui va maximiser la fonction objectif. Il y a d'autres qui vont dire non, c'est plutôt le poids. Celui qui a le poids le plus petit va donc moins occuper le sac, et il va nous permettre donc de prendre beaucoup d'objets. Donc nous avons en fait les deux solutions sont en même temps correctes et en même temps incorrectes. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le meilleur objet en fait, c'est celui qui a un grand coût et un poids plus petit. C'est pour cette raison on va calculer les rendements. Les rendements c'est quoi? C'est tout simplement les CI sur les AI, c'est-à-dire le bénéfice sur le poids. Alors pourquoi on met le bénéfice en haut et le poids dans le dénominateur? Parce que lorsqu'un objet possède un coût élevé, il est intéressant. Et lorsqu'il a un poids plus petit, il est intéressant. Donc en calculant CI divisé par AI, on est en train de favoriser les objets qui ont un grand poids avec, un grand bénéfice avec un petit poids. Et en calculant les CI sur AI, on va donc savoir qui est l'objet le plus intéressant ici. 45 sur 9, là c'est 5, là c'est 3, là c'est 2,85. 2,87 et là c'est 1,57. Donc on voit bien que c'est le premier objet qui est le plus intéressant et le dernier objet qui est le moins intéressant. Donc par exemple ici si j'avais à la place de 9, je ne sais pas par exemple, on va prendre 15, 45 sur 15 ça sera 3. Dans ce cas-là, ces deux objets-là auront le même rendement ou le même intérêt. Voici donc la première étape, calculer les rendements. Deuxième étape, justement, on va trier par ordre décroissant pour savoir quels sont les objets les plus intéressants. Donc ici, vous remarquez que c'est déjà trié par ordre décroissant, mais si ce n'est pas le cas, vous devez donc réordonner votre table pour que les objets ici, surtout dans cette partie-là, notre plan de travail, soient ordonnés par ordre décroissant des rendements. Et c'est à ce moment-là qu'on peut maintenant décrire l'algorithme qui permet de calculer la borne. Et on va le faire sur le problème initial. On va calculer la borne sur le problème initial. Alors comment le faire? Voici donc le point de départ. Nous avons actuellement une taille de sac de 20 et nous avons cet objet-là qui est le plus intéressant. Donc on va directement calculer ce qu'on appelle la capacité résiduelle. Et pour le moment, je n'ai pris aucun objet. Donc le B', la capacité résiduelle, est égale à la capacité initiale du sac. Maintenant, on va commencer par prendre progressivement les objets les plus intéressants jusqu'à saturer le sac. Donc, on va prendre le premier,
dès qu'on le prend, la capacité du sac diminue. 20 moins 9, il nous reste maintenant 11. Maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'on peut prendre celui-là? La réponse est oui. 11 moins 7, c'est 4. Il va nous rester 4. Donc jusqu'à maintenant, j'ai pu prendre les deux premiers objets parce que le sac le permettait. Maintenant, il me reste 4. Le troisième objet, son poids, c'est 8. Le troisième objet le plus intéressant, en partant du plus intéressant vers le moins. Donc là, on ne peut pas le prendre. Si on était dans un système de résolution exact, c'est-à-dire non pas en calculant une borne, on mettrait 0, 0 et on s'arrête. Mais là, on veut juste calculer une borne. Pour calculer la borne, on va tout simplement prendre en partie cet objet-là. Donc, on va diviser la capacité résiduelle par le poids de l'objet. Et on va obtenir 4 sur 8, c'est-à-dire 1,5. Donc, en mettant 1,5, on va tout simplement dire que si je prends cet objet-là en partie, je vais donc saturer le sac et il va me rester 0 ici. Donc lorsqu'on met une valeur réelle ici, on est obligé de mettre 0 dans tout ce qui reste. Voilà, cette solution qui a été obtenue n'est pas une solution réalisable parce que les x, il y a le x3 qui est réel. Mais elle nous permet tout simplement, si on multiplie ce vecteur-là par ce vecteur-là, elle va nous donner une valeur qui va représenter une borne supérieure. Impossible de dépasser cette valeur-là, 77,5, pour ce problème-là. Donc déjà, on sait que la solution optimale aura une valeur qui est inférieure à 77,5 parce que j'ai utilisé un algorithme qui a pris les objets les plus intéressants et lorsque je suis arrivé au dernier qui peut être pris, qui ne peut être pris, donc je l'ai pris en partie entière, en partie réelle, donc en partie. Et donc avec ceci, on a consommé tous les 20 et on a pris les objets les plus intéressants. Voilà, maintenant on sait comment calculer la borne, on peut démarrer. Mais on peut encore faire mieux, on va tout simplement arrondir cette solution-là. Bon, on écrit bien sûr ici le z-sup. On arrondit la solution. Pourquoi on arrondit? En fait, c'est juste pour obtenir une solution de départ. Rappelez-vous, le z-best, c'est la meilleure solution trouvée jusqu'à maintenant. Et ça serait embêtant de commencer par un z-best qui est égal à moins l'infini si on est en cas de max ou plus l'infini si on en cas de min. Il serait préférable de commencer par un z-best. Et ici, si on arrondit, on va obtenir une solution initiale. Alors, on ne peut pas arrondir vers le haut, on ne peut pas mettre 1, 1, 1, 0, parce qu'on va tout simplement dépasser la capacité du sac. Rappelez-vous, vous avez inférieur ici. Par contre, si on arrondit vers le bas, on va obtenir une solution qui est d'assez bonne qualité, qui peut être la solution optimale, mais généralement, ce n'est pas le cas. Et donc, on peut considérer comme étant la première solution obtenue, et on va donc initialiser zbest à cette solution obtenue, juste en arrondissant la solution qui a été obtenue en traitant la borne de P. Voilà, on stocke quelque part donc zbest, et on stocke quelque part le xbest. Sait-on jamais si elle n'est jamais mise à jour, après avoir terminé la résolution, on va donc déclarer que c'est cette solution-là qui est la solution optimale. Allez, on continue maintenant. On va tout simplement diviser le problème P en deux problèmes. P1, P2. Maintenant, quel est l'objet qu'on va choisir? Comment va-t-on faire la division? On remarque que c'est la variable x3 qui est égale à 0, qui est réelle, pardon. Donc on va tout simplement dire, nous allons traiter deux cas. Soit on ne prend pas l'objet numéro 3, soit on le prend. Et donc je viens de passer d'un problème de taille 4 à un problème de taille 3, puisque maintenant je n'ai plus l'objet numéro 3 dans le P1 et le P2, parce que soit ici on ne l'a pas pris, soit ici on le prend. Si on le prend, bien sûr, on va engranger son bénéfice, qui est de 23. Si on ne le prend pas, donc on n'aura pas gagné son bénéfice. Voilà, donc on a divisé notre problème P en deux sous-problèmes P1, P2. C'est à ce moment-là donc qu'on va refaire le même algorithme de calcul de bornes pour ces deux problèmes P1, P2. Allez, on passe donc à P1 et réexécutons le même algorithme que j'ai exécuté ici, on va le réexécuter ici. Alors maintenant, il faut savoir que pour P1, ici vous avez un 0, c'est-à-dire x3 est égal à 0. Donc cette valeur-là, elle est fixe. Et si ici c'est 0, ça veut dire qu'on n'a pas pris l'objet. Ça veut dire que la capacité résiduelle reste la même, c'est 20. Donc on pourra prendre celui-là en entier. 20 moins 9, c'est
11. Ensuite, on peut prendre aussi ça en entier. 11 moins 7, c'est 4. Maintenant, il va rester 4 et il me reste celui-là. Donc, on va pas dire qu'on ne peut pas prendre l'objet. Non, l'algorithme de borne qui permet de calculer la borne, il va le prendre en partie. Donc, on prend la capacité résiduelle 4, qu'on divise par 7 et on obtient 4 septièmes. Voilà. À présent, donc, on a obtenu une solution qui n'est pas réalisable, mais qui nous permet de calculer la borne. On multiplie ce vecteur-là par ce vecteur-là et on trouve 72, 28. Alors, il faut faire attention, on ne peut jamais obtenir ici des valeurs supérieures à 1. Soit on prend l'objet en entier, soit on le prend en partie. On passe maintenant à P2. Et ici, avant de passer à P2, il faut